bien, alors bonjour à toutes et tous, bienvenue à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme d'Aix-en-Provence pour cette nouvelle séance Livre et MAM. Alors Livre et MAM est un cycle d'entretien organisé par l'IREMAM, Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, un laboratoire affilié au CNRS et à Aix-Marseille Université. Alors je m'appelle Vincente Fortier, je suis directrice de recherche émérite au CNRS et rattachée à l'UMR Droit, Religion, Entreprise et Société, Université de Strasbourg, CNRS. Alors que dans les débats politiques, médiatiques et aux yeux de l'opinion publique, la charia paraît totalement incompatible avec les valeurs de la société française et le droit qui en est porteur, en ce que la charia imposerait un ordonnancement juridique et social entièrement fondé sur la religion, voici un ouvrage qui, bousculant avec rigueur et méthode les préjugés, prenant courageusement le contre-pied de la tendance actuelle, nous propose une analyse juridique fine et solide des diverses modalités de réception de la charia dans notre droit étatique. Alors cet ouvrage, intitulé La charia et le droit français, la réception variable d'une norme religieuse, publié en 2023 aux presses universitaires de Strasbourg dans la collection Société, droit et religion, est le fruit du travail de notre invité Stéphane Papy, chercheur associé à l'IREMAM. Cet ouvrage qui donc pose la question de la réception de la norme religieuse musulmane en droit français en les mettant en regard, présente à mon sens une qualité essentielle. Il est certes une réflexion experte sur le droit musulman et sur le droit français dans les domaines couverts par l'étude, mais il est totalement accessible à un large public non spécialiste. Bonjour Stéphane. Bonjour. Le sujet de votre ouvrage est à tout le moins polémique et représente pour le chercheur que vous êtes une prise de risque. En effet, vous vous inscrivez à contre-courant des discours actuels sur l'irréductibilité des pratiques religieuses référées à la charia, à notre système juridique, et à partir d'exemples sur lesquels, bien sûr, nous allons revenir, vous montrez qu'il est des zones de réception de la norme religieuse. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a conduit, Stéphane, à embrasser une telle étude? Alors je pense que le rôle d'un chercheur qui inscrit ses recherches dans une démarche scientifique est d'aborder les sujets sur lesquels il travaille d'une manière analytique, basée sur le temps long et l'analyse de données objectives, à l'opposé finalement de la démarche qui anime trop souvent les débats et controverses publiques, surtout sur cette question. Depuis maintenant plusieurs années, mes recherches notamment à l'IREMAM, porte sur les liens existants entre la normativité islamique et les systèmes juridiques positifs. Alors j'ai commencé ces recherches par le terrain maghrébin, c'est-à-dire les 5 pays du Grand Maghreb, l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, avec une focale quand même sur les 3 pays du Maghreb central, donc Algérie, Tunisie et Maroc, en traitant donc de l'influence juridique islamique dans les systèmes juridiques de ces pays, pour ensuite m'interroger sur cette influence en France, car je me suis bien vite aperçu, et je pense que cet ouvrage le prouve, qu'il existait des liens entre les terrains français et maghrébins sur cette question du fait tout simplement des mouvements de population qui existent entre les 2 rives de la Méditerranée. Donc, en France, la charia fait référence dans les débats publics, comme je le disais, à des pratiques attentatoires aux droits de l'homme internationalement reconnus. La charia est souvent associée à des pratiques religieuses symboliques d'un islam radical, voire d'un séparatisme islamique, c'est un terme qu'on emploie souvent aujourd'hui, pratique indexée donc sur un ordre normatif perçu comme irréductiblement opposé au droit français. Je cite dans l'introduction du livre quelques exemples de cette perception. Et donc je suis parti de ce constat pour l'interroger d'un point de vue scientifique, tout simplement.
Alors ma deuxième question, justement, vous avez vous parlez, le titre de l'ouvrage c'est la charia, vous parlez de la charia, et il me semble que nous pourrions revenir sur ce concept central parce que notre public n'est peut-être pas familier. À cet égard, est-ce que vous pourriez préciser ce qu'il faut entendre par charia? D'un point de vue strictement religieux, la charia, c'est la normativité révélée de l'islam, la loi divine qui lie, pour les musulmans, tous les hommes à Dieu dans un pacte de proximité confiante et amoureuse, nous dit Mohamed Harkoun. Pour la plupart des jurisconsultes musulmans de la période classique, les fuqaha, ce caractère sacré rendait pratiquement impossible la connaissance complète de la charia, puisque seul Dieu, son concepteur, en étant le dépositaire. Pour Jean-Paul Charnay, la charia constitue un corpus dogmatique, éthique et normatif qui comprend deux catégories de règles. Les règles cultuelles, ce qu'on appelle les ibadat, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam, à savoir la profession de foi, les 5 prières quotidiennes, l'aumône canonique, le jeûne pendant le mois de Ramadan, et le pèlerinage à la Mecque, pour celui qui en a les moyens. Mais la charia comprend également des règles éthiques et sociales. Par exemple, la glorification de la patience, de l'honnêteté, du respect des liens familiaux, de l'équité, des règles très précises concernant le mariage et le divorce, mais également des règles commerciales. Et cette dimension de la charia est communément désignée par le terme de muamalat, que l'on pourrait traduire en français par rapports sociaux. Donc il est difficile d'évoquer la charia sans évoquer le fiqh, qui en est la science de la compréhension, à laquelle œuvrent les fuqaha, c'est-à-dire donc ces juristes et jurisconsultes mujtahid, qui étaient ainsi nommés car ils étaient qualifiés pour exercer l'ijtihad, qui désigne donc l'exercice de la raison humaine dans l'établissement d'une règle de droit, de la charia, à partir donc des différentes sources scripturaires musulmanes, donc le Coran, la Sunna, les hadiths, l'ijma, c'est-à-dire le consensus des savants sur un problème donné, et leur qiyas, qui est le raisonnement analogique qui permet de dégager une solution en étendant la solution déjà trouvée pour un problème qui serait similaire. Donc, le terme fiqh est souvent associé à celui de droit musulman ou droit islamique, mais ces deux termes, droit musulman et droit islamique, font référence à des réalités beaucoup plus contemporaines, puisque l'idée finalement de transformer le fiqh en droit codifié a été le fruit des juristes occidentaux pendant la période coloniale, et notamment les juristes français qui ont cherché, notamment en Algérie, surtout en Algérie, j'allais dire, dans le fiqh, ce qui pouvait être coulé dans le moule d'un droit de facture napoléonienne. Et donc, pour l'essentiel, ce droit musulman, donc créé par des juristes occidentaux, concernant les relations familiales, successorales, ce que l'on appelle les statuts personnels et successoraux. Donc, on pourrait, pour traduire le terme de fiqh, qui est associé donc au terme de charia, on pourrait traduire le terme de fiqh par doctrine. Donc, il existe, concernant le fiqh et la charia, une difficulté, on le voit, à cerner une notion qui s'est construite sur plusieurs siècles dans un environnement juridique qui est complètement différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Donc, il m'est apparu utile, pour en saisir davantage la portée, et donc c'est la démarche que j'ai adoptée dans cet ouvrage, d'essayer de cerner ce qu'était la charia de manière contextuelle, à travers les usages et les significations qui lui ont été, qui lui sont encore aujourd'hui conférées par les personnes, voire par les États qui s'y réfèrent. La troisième question, je voudrais quand même revenir sur le sous-titre, on en avait parlé de votre ouvrage, à savoir donc la réception variable d'une norme religieuse. Alors, l'ouvrage, je dois le dire, il est divisé en deux parties. Donc la première partie concerne le droit international privé qui, lors de conflits de loi, on va y revenir, met en contact le droit français avec des normes issues de la charia. La seconde partie est consacrée au droit français, alors je mets des guillemets internes, c'est-à-dire le droit français positif, et à la prise en compte de la norme religieuse dans certains domaines du droit français.
Alors, si le terme réception peut bien s'appliquer au droit international privé, en revanche, pour ce qui concerne le droit interne, donc le droit positif, le terme réception ne peut manquer d'interroger dans un pays laïque et ayant opté pour la séparation entre les religions et l'État. Alors, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par réception lorsque vous l'appliquez non point au droit international privé, mais plutôt au droit positif? Quand je parle de réception, j'y ajoute, et c'est dans le titre, l'adjectif variable. Ce qui signifie que j'essaye d'évaluer les différentes modalités par lesquelles le droit français, donc à travers les lois, les règlements, les jurisprudences des tribunaux, les circulaires ministériels, etc., se positionne, réagit quand il est saisi de problématiques de litiges pour les tribunaux où sont concernées les normes religieuses, donc les normes religieuses référées à la charia. La laïcité que vous évoquez est d'un point de vue juridique basée sur la liberté de conscience et la séparation des autorités politiques et religieuses. Donc cette liberté de conscience englobe la liberté de religion qui s'exerce individuellement ou collectivement, en public ou en privé, et je crois que c'est intéressant de le préciser, parce que trop souvent aujourd'hui, on pense que la laïcité, c'est l'exercice du droit de religion dans la sphère privée. Pas du tout, c'est également dans la sphère publique, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Donc c'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui a été ratifié par la France, qui nous dit tout cela, et donc qui est applicable en droit français. Cet article nous dit également que la liberté de religion ne peut faire l'objet de restrictions fondées uniquement sur des motifs d'ordre public. Donc, dans la France laïque, les musulmans peuvent tout à fait, dans ce cadre juridique-là, suivre des normes référées à la charia. Et il arrive que les autorités politiques et judiciaires aient à connaître du fait religieux, des normes religieuses en général, et donc de celles issues de la charia en particulier. De même, la jurisprudence des tribunaux n'est pas imperméable aux normes religieuses. Si elles ne peuvent pas acquérir une valeur juridique supérieure à celle de la loi, la Cour de cassation s'y réfère parfois en considérant par exemple que le mari de confession israélite, que le refus par le mari de confession israélite de délivrer l'acte de répudiation, qu'on appelle le guet, constitue de la part de celui-ci un abus de droit, et donc peut permettre l'allocation de dommages et intérêts au profit de l'épouse lésée. Donc on voit bien là que ce n'est pas que l'islam qui est concerné par cette réception des normes religieuses en droit français, mais moi je me suis intéressé à la question, donc la manière dont le droit français recevait ces normes religieuses musulmanes référées à la charia. Donc la première partie de votre ouvrage, je l'ai dit, elle est consacrée au droit international privé. Alors brièvement, c'est une branche du droit qui a vocation à intervenir lorsqu'une situation privée est internationale, c'est-à-dire lorsqu'elle présente un élément dit pour les juristes d'extranéité. Alors cet élément extérieur ou d'extranéité peut être la nationalité d'une partie, par exemple, le lieu de résidence des parties, etc. Il faut que la situation concerne les rapports entre personnes privées. Et le noyau dur, je dirais, du droit international privé se compose des règles de conflit de juridiction et des règles de conflit de loi qui permettent de savoir quelle va être la loi applicable à un litige qui pourrait être attaché à plusieurs ordres juridiques. C'est très bref comme explication sur le DIP. Alors vous examinez, il faut le dire, Stéphane, avec une parfaite maîtrise, les situations d'interaction entre les droits étrangers référés à la charia et le droit français, donc dans des situations justement internationales. Alors vous considérez 3 ensembles, le mariage, la filiation, les successions. Alors le domaine est extrêmement complexe, c'est pour ça que je voudrais revenir uniquement sur un des cas ou une des situations que vous évoquez, à savoir la polygamie. Alors pourriez-vous nous préciser la position française à cet égard lorsqu'il y a conflit de loi et l'impact de la loi de 2021 confortant le respect des principes de la République? Je vais le faire, mais je crois qu'auparavant, il est intéressant de revenir sur cette notion de polygamie, puisque la polygamie est reconnue par la charia,
mais elle doit être exercée par l'époux en respectant une stricte équité entre les co-épouses. Le Coran nous disant que cette équité est impossible à atteindre, ce qui, selon certaines interprétations, revient à en dissuader la pratique. La charia est reconnue par la majorité des droits des pays arabo-musulmans. Pourquoi ? Parce que ces droits, justement, sont influencés par la charia, mais pas par tous ces pays. Par exemple, il est intéressant de relever que la Tunisie a aboli la charia dès 1956, dès l'année de la promulgation du Code du statut personnel et successoral, sur la base de ces interprétations religieuses libérales. Le droit français a donc à connaître de situations de polygamie constituées dans les pays qui la reconnaissent, car en droit français, il faut le rappeler, la polygamie est strictement interdite. Pour le doyen Jean Carbonnier, la polygamie représentait en effet, disait-il, la clé de voûte de la civilisation juridique européenne, dans un propos assez culturaliste et assez représentatif de l'état d'esprit des années 50 autour de ces questions. Et donc l'article 147 du Code civil interdit la polygamie. Mais il existe une reconnaissance de certains de ces effets si le mari est étranger, si la première épouse l'est aussi, si le mariage a été célébré sans fraude à l'étranger, avec une épouse étrangère. Alors, quels sont ces effets ? La deuxième épouse pourra bénéficier d'une créance alimentaire, dont l'époux est débiteur au titre des charges du ménage. La deuxième épouse et ses enfants pourront également bénéficier des droits reconnus aux conjoints survivants par la loi successorale française, mais il existe évidemment des limites. Les pouvoirs publics exercent un contrôle important du versement des prestations familiales. Le mari polygame ne pourra imposer sa deuxième épouse au domicile conjugal. Le mari polygame, toujours, n'est pas dispensé de l'obligation de vie commune avec sa première épouse. Et la deuxième épouse pouvait bénéficier de la pension de réversion, même si la première épouse était française. Comme vous l'évoquez, la loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, est revenue sur cette possibilité, c'est pour ça que j'emploie le passé, en ne permettant le versement de la pension de réversion à un unique conjoint survivant aujourd'hui. Cette loi a également introduit dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un nouvel article, L 412-6, qui dispose qu'aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation lui sera retiré. Donc on voit bien que les pouvoirs publics, et donc le droit français, s'est intéressé de plus en plus strictement, j'allais dire, à cette question-là. On va venir maintenant à la seconde partie de l'ouvrage, qui est donc relative à la réception de la charia dans le droit positif français. Alors, le premier exemple que vous prenez concerne la finance islamique, et l'on voit bien ici que les règles imposées par la religion au domaine financier ont été intégrées par les milieux bancaires et financiers. À mon sens, il s'agit là d'une intégration harmonieuse qui n'a pas posé de difficulté, puisqu'évidemment, ce sont les impératifs économiques qui ont prévalu. Toutefois, c'est mon point de vue, de non-spécialiste d'ailleurs de la finance islamique. Partagez-vous ce point de vue, Stéphane ? Oui, tout à fait, je le partage. Alors, la finance islamique, d'abord, il convient de la définir, je pense. Elle repose sur certains principes qui sont issus de la charia et donc des différentes interprétations qui ont été opérées à travers les temps par les fuqaha, ces spécialistes du fiqh, du droit musulman classique, à savoir le principe de la prohibition de l'intérêt, de la prohibition de l'aléa, de la prohibition de la spéculation et de l'obligatoire conformité de l'utilisation des fonds aux normes religieuses. Alors la finance islamique comprend également certaines techniques financières qui seraient peut-être un peu trop longues de développer ici. Cette intégration des règles de la finance islamique en droit français a été le fait de notes rédigées par l'autorité des marchés financiers, l'AMF,
puis de fiches doctrinales édictées par la Direction générale du Trésor et de la politique économique, et enfin d'instructions fiscales qui ont été publiées au bulletin officiel des impôts. Comme vous le dites, je suis tout à fait d'accord avec vous, cette intégration de la finance islamique dans le droit français a été tout à fait harmonieuse, j'emploierais même le terme d'enthousiaste, puisqu'elle a été soutenue non seulement par les milieux bancaires et financiers, mais également par les plus hautes autorités de l'État. Alors, ça peut s'expliquer par le fait qu'il semblerait que cette finance islamique ait mieux résisté que la finance conventionnelle à la crise des subprimes en 2007-2008. Alors, il n'y a pratiquement pas eu de débat public autour de l'intégration de la finance islamique en droit français. Cette intégration n'a provoqué finalement pratiquement pas de controverse. Tout au plus peut-on citer des déclarations du leader socialiste de l'époque, Henri Emmanuelli, puisqu'on était en 2009 à l'Assemblée nationale, qui disait « Il ne faut introduire en droit français ni les principes de la charia, ni l'éthique du Coran, ni le droit canon, pas plus que le Talmud ou la Torah, c'est inacceptable. Quand les musulmans sont riches, disait-il, ils sont les bienvenus, on cherche même à les attirer. En revanche, quand ils sont pauvres, il faut les remettre dans des avions et les expulser. Tout cela est choquant, disait-il. En revanche, pour la ministre de l'économie Christine Lagarde, la ministre de l'économie de l'époque, cette intégration, disait-elle, permettrait à l'économie française d'attirer les capitaux d'investisseurs du Moyen-Orient et de rattraper son retard sur la Grande-Bretagne. Et je crois que ça a été le principal objectif de cette intégration. Alors là, on va aborder les domaines à fort enjeu sociétal. Ce sont des questions plus complexes là, et ça vous le montrez très bien. Et je voudrais revenir d'abord sur la question des mariages religieux. Alors en France, et cela depuis la Révolution, le mariage civil doit toujours précéder le mariage religieux, si mariage religieux il y a bien évidemment, sous peine de sanctions pénales. Le ministre du culte, et vous savez qu'on a par ministre du culte, on entend tous les cultes, évidemment, doit donc s'assurer de la célébration civile. Or, nous constatons que des mariages religieux sont organisés sans passer par l'officier d'état civil. Alors, même si le contentieux est extrêmement rare en ce domaine, ce qui s'explique aisément, on est quand même dans la clandestinité, les enquêtes de Solène Joanneau et de Romain XVI, comme la plupart des livres sur l'imana, indiquent que ces mariages ont bien lieu. Alors toutefois, les imams s'en défendent. Alors mes questions à ce propos sont les suivantes. Tout d'abord, pouvez-vous préciser, je dirais, le contexte dans lequel ces mariages religieux sont effectivement organisés ? S'agit-il véritablement de mariage ? Voilà, quelle est la nature finalement de ce type de célébration ? Et autre question, alors évidemment, tant que le droit français ne fera produire aucun effet civil au mariage religieux, contrairement d'ailleurs à d'autres pays d'Europe, ne croyez-vous pas qu'il faille à tout le moins prévenir des dangers les femmes, le fait de rapprocher ces mariages avec les fiançailles n'apportant pas vraiment de solution ? Je crois qu'il faut préciser en introduction qu'en droit français, donc, seul le mariage célébré par un officier d'état civil est officiel. Et donc, pour bien marquer cette préséance juridique, l'article 433-21 du Code pénal frappe d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende tout ministre d'un culte qui procédera de manière habituelle aux cérémonies religieuses de mariage sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil. Donc on voit bien que le droit punit extrêmement sévèrement le fait de célébrer un mariage religieux avant un mariage civil. Mais comme vous le dites, malgré le fait que les imams des grandes mosquées, on peut citer la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon par exemple, ne célèbrent plus de mariage religieux sans que leur aient été présentés des actes de mariage civil par les époux, différentes études soulignent que la célébration de mariage religieux avant le mariage civil ont toujours bien lieu. Alors, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, je ne suis ni sociologue ni anthropologue du fait religieux, je suis simplement juriste, mais je pense, pour aussi avoir travaillé un peu sur ces questions, que pour certaines familles musulmanes,
le fait de célébrer, de faire célébrer par un imam un mariage religieux avant un mariage civil permet de délivrer une forme d'onction religieuse à une union, tout simplement pour permettre aux futurs époux de se fréquenter, plus ou moins intimement, selon le degré de religiosité de la famille concernée. Et donc, ceci un peu sur le modèle des fiançailles, telles qu'elles existaient dans les familles catholiques. Donc on pourrait tout à fait, bien qu'à ma connaissance, j'ai essayé de chercher, il n'y ait pas eu de contentieux en ce sens, voir une forme de retraduction juridique de ces mariages qu'on appelle des mariages aussi à la Fatiha, où aujourd'hui les jeunes parlent beaucoup de mariage halal aussi, c'est-à-dire de mariage licite. On dit je vais faire mon halal. Donc on pourrait voir une retraduction juridique de ces mariages dans la catégorie juridique des fiançailles. Ces mariages religieux pourraient également être retraduits dans la catégorie juridique, une autre catégorie juridique, celle du concubinage. Mais ce cas de figure sera beaucoup moins fréquent parce que le concubinage, à la différence des fiançailles, suppose d'entamer une vie commune, une coexistence. Et ce que ne font généralement pas les personnes qui se marient religieusement, les musulmans qui se marient religieusement. Alors, pour répondre à votre question sur l'information des épouses, des familles et des épouses, je pense qu'une information générale des futurs époux est bien évidemment nécessaire, mais je pense que l'information des familles est également très importante, et surtout, c'est par l'information des imams qui, eux, doivent connaître le droit et doivent dire aux personnes qui leur demandent de célébrer des mariages avant le mariage civil que ce n'est pas possible. Et les imams, notamment dans les formations auxquelles je participe, dans les DU et les certificats à Aix-en-Provence et à Nice, souvent j'ai des imams en face de moi, on essaye de leur expliquer cette règle pour qu'ils la retranscrivent aux personnes qu'ils côtoient autour d'eux et aux futurs époux. Oui, d'ailleurs, on a eu quelques mouvements justement d'imams dans le Rhône qui se sont émus aussi de cette situation en se disant que bon, on pouvait pas, parce que vous le dites très bien d'ailleurs. Il y a sociologiquement ou anthropologiquement ce que les gens aimeraient bien faire, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a nous, c'est-à-dire il y a le droit, voilà. Et il ne faudrait pas que les personnes, et je pense notamment aux femmes, qu'elles se croient mariées avec toutes les conséquences juridiques que le statut emporte en droit français, alors même qu'il n'y a pas eu pour nous de mariage, voilà. Sans même parler de la sanction pénale, évidemment, qui pèse sur les ministres du culte. Alors, vous abordez également dans votre ouvrage la question des carrés confessionnels musulmans dans les cimetières. Alors, pouvez-vous rapidement en retracer la genèse et expliquer la position française à cet égard? Tout à fait. Alors, c'est une question sur laquelle je travaille depuis plusieurs années, que j'estime être centrale, même si elle n'est pas très gaie, parce que finalement, la présence de carrés musulmans dans les cimetières publics français constitue le symbole de la présence désormais définitive de la population musulmane en France. Alors que le rapatriement des corps dans les pays d'origine après le décès allait pratiquement de soi pour des personnes qui étaient nées dans ces pays et qui y avaient passé la majorité de leur existence, elle apparaît beaucoup moins évidente aujourd'hui pour des personnes qui sont nées en France, qui ont vécu la totalité de leur existence, qui ont la quasi-totalité de leur famille et qui donc souhaitent légitimement pouvoir être inhumés près de leurs enfants, près de l'endroit où ils ont toujours vécu. Et aussi, de plus souvent, ce que j'appelle cet exode post-mortem, c'est-à-dire le rapatriement des corps dans les pays d'origine, est très post-problème. Alors le premier problème, c'est peut-être un problème d'ordre psychologique.
parce que c'est quelque chose de psychologiquement dur à vivre. Le corps donc est mis dans un avion, dans un cercueil. Quand l'avion arrive dans le pays d'origine, le cercueil est ouvert, puis on va l'inhumer dans un cimetière dans le pays d'origine. Il y a également une problématique financière, puisque si l'Algérie et le Maroc demandent à leurs ressortissants de souscrire des assurances, seul l'État tunisien prend tout en charge. Donc ce rapatriement des corps a également un coût financier. Une des raisons principales, me semble-t-il, du fait que ce rapatriement du corps est encore majoritairement pratiqué aujourd'hui, vient du fait que les musulmans souhaitent certes être inhumés en France, mais conformément aux normes funéraires musulmanes. Et dans ce domaine, qui est très intéressant à examiner, parce que je pense que dans ce domaine, on assiste à des formes de compromis réciproques entre les autorités religieuses musulmanes et l'État français. Alors ces compromis ne sont certainement pas complets, puisqu'ils ne permettent pas encore aujourd'hui de résorber complètement le rapatriement des corps. Alors, pour évoquer ces compromis, si l'on s'en tient à certaines interprétations religieuses, un musulman ne doit pas être inhumé à proximité de tombes non musulmanes, alors même que les carrés musulmans dans les cimetières publics ne sont très souvent, la plupart du temps, pas séparés physiquement du reste du cimetière. Et donc, les tombes musulmanes se situent à proximité de tombes non musulmanes. Pourtant, on a aujourd'hui des prises de position des autorités religieuses musulmanes, en France, voire à l'étranger, qui acceptent ces inhumations dans ces carrés musulmans. On peut citer une prise de position du Conseil français du culte musulman et également de l'Académie du droit musulman qui dépend de l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, position qui avait été prise dès la fin des années 80. De son côté, le droit français nous dit que les carrés confessionnels, et c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que je viens de dire, sont interdits en droit français, puisque le Conseil d'État l'a rappelé dans son rapport en 2004. Alors, ils sont interdits en droit français parce que les cimetières constituent des ouvrages publics, ils font partie du domaine public, et donc ils doivent être religieusement neutres. Voilà. Donc il ne doit pas y avoir dans les cimetières publics, par exemple, de signes religieux dans les parties communes des cimetières. Pour autant, la présence des carrés musulmans est encouragée par les pouvoirs publics, sans être imposée au maire, puisqu'il faut rappeler que c'est le maire qui détient le pouvoir de police dans les cimetières. Cet encouragement des pouvoirs publics donc, est le fait de circulaires ministérielles qui encouragent les maires à créer des carrés musulmans, mais ne les y obligent pas. Et ce, malgré différentes recommandations d'essayer de changer la loi. On peut citer par exemple un rapport qui avait été rédigé par le professeur Jean-Pierre Machelon à cet effet, ou alors le rapport par exemple du conseiller d'État Thierry Tuot, rapport qui recommandait que le droit impose quelque part aux maires la création de carrés musulmans. Pourquoi ? Parce que de fait, aujourd'hui, on constate une carence très importante de carrés musulmans dans les cimetières publics, et cette carence a été est revenue sur le devant de la scène publique assez récemment avec la crise de Covid-19, puisque lors de cette pandémie, le rapatriement des corps n'étant plus possible, on s'est vite aperçu que ces carrés étaient trop petits pour accueillir la demande, si je peux m'exprimer ainsi. Pour autant, je pense que, et là je m'éloigne un peu du rôle du juriste, j'essaye d'endosser l'habit de l'anthropologue, l'observation de ces carrés musulmans est tout à fait passionnante, car ils signent une forme d'acculturation, voire de syncrétisme,
On le constate dans la forme des tombes, ou également dans leur fleurissement. Quand on compare ces carrés musulmans avec les cimetières traditionnels tels qu'ils existent au Maghreb, ils sont tout à fait différents. On constate même un fleurissement des tombes lors de la fête de la Toussaint. Vous voyez, donc on est dans une forme de syncrétisme là, tout à fait évident. Alors on est toujours sur les questions sociales, ou sociétales évidemment. Et de manière presque récurrente, la question des repas servis dans les cantines scolaires revient sur le devant de la scène médiatique, voire politique, ou politique. Alors, quelle est la position du droit à cet égard, Stéphane? Alors oui, comme vous le dites, c'est un problème qui revient assez régulièrement sur le devant de la scène. Alors, je commencerai par citer Émile Durkheim, qui nous a appris que les religions, dans leur ensemble, organisent d'abord l'ordre social, et pour cela légifère en priorité sur deux fonctions vitales fondamentales, l'alimentation et la sexualité. Et Claude Lévi-Strauss nous disait aussi que la cuisine d'une société est un langage dans lequel elle traduit inconsciemment sa structure. Alors c'est particulièrement le cas en France, où il est, je pense, de l'ordre du lieu commun de rappeler que la gastronomie tient une place importante, et la commensalité, le fait de manger ensemble, est considéré comme un moment important, donc de rencontre et d'échange. Et je pense que ceci joue certainement dans le fait qu'en France, peut-être plus que dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, le respect de prescriptions alimentaires autres que celles qui sont définies par la culture dominante pose question, notamment dans tous les lieux de restauration collective, les prisons, les entreprises, les hôpitaux, l'armée également, et surtout, j'allais dire, les écoles. Et notamment quand ces prescriptions alimentaires sont d'origine religieuse. Les cantines scolaires ont été le lieu de plusieurs polémiques sur ce point, ce qui traduit bien le fait que l'espace scolaire est celui qui, historiquement, fut placé au cœur du projet laïque et constitue, on le verra pour d'autres questions, encore aujourd'hui un terrain particulièrement sensible. Là aussi, comme en matière de cimetière, ce sont les collectivités locales qui ont juridiquement la main, puisque le service de restauration scolaire est un service public local, géré par les communes pour les écoles primaires, les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Et c'est également, il faut le rappeler, un service public facultatif, ce qui a pour conséquence que les communes, les départements et les régions n'ont pas l'obligation d'accueillir tous les élèves et donc disposent d'une grande liberté pour confectionner les menus, pour proposer les menus aux élèves, ceci devant bien évidemment rester conforme aux normes d'hygiène et répondre aux besoins nutritionnels des élèves. Donc dans ce cadre, les services de restauration scolaire des collectivités territoriales n'ont aucune obligation de prévoir des menus qui respectent les normes alimentaires religieuses. Elles demeurent libres de les accepter ou de les refuser. Leur refus, et ça a été jugé, ne méconnaissant pas le principe de liberté religieuse. Alors, comme en matière de cimetière, de la même manière, l'État va recommander, simplement recommander, sans les obliger, par circulaire, à ces collectivités territoriales, de prendre en compte les convictions religieuses en cette matière. Et de fait, depuis plusieurs années, c'est les collectivités locales, les services de restauration publique des collectivités locales, servent des repas dits de substitution quand de la viande de porc est proposée au menu. Toutefois, aujourd'hui, on peut remarquer qu'on assiste à un mouvement de refus de certaines communes de servir ces repas de substitution au nom de l'application du principe de laïcité. C'est un mouvement qui est minoritaire, mais dont on parle assez souvent dans les débats publics. Un litige est né notamment dans la ville de Chalon-sur-Saône, qui donna l'occasion au Conseil d'État de se prononcer sur cette question dans un arrêt en 2020, et de juger que le principe de laïcité ne pouvait être invoqué pour supprimer les repas de substitution, les services de restauration scolaire ne pouvant décider de modifier les modalités d'organisation et de fonctionnement du service public de restauration scolaire uniquement
pour des motifs en rapport avec les nécessités de ce service. Par exemple, un surcoût ou une impossibilité matérielle qu'il y aurait à servir ces repas de substitution. Il y a aujourd'hui un deuxième mouvement qui émane de plusieurs collectivités, c'est celui de servir des repas végétariens. Et la loi climat du 22 août 2021 est venue renforcer cette solution en obligeant les gestionnaires publics ou privés des services de restauration collective de proposer donc un repas végétarien par semaine, et même une expérimentation a été mise en place pour proposer un repas végétarien hebdomadaire. Alors c'est une solution que je trouve moi intéressante, qui a pour avantage de répondre aux préoccupations environnementales et également à une habitude aux habitudes alimentaires, à une évolution des habitudes alimentaires de l'ensemble de la population qui consomme aujourd'hui, on le sait, moins de viande. C'est une solution qui permet également, je pense, de prendre en considération les nouvelles habitudes alimentaires des musulmans en France, parce que plusieurs études nous disent qu'elles ont évolué, et aujourd'hui, une majorité de musulmans consomment de la nourriture halal. Et nourriture halal qui s'applique, qui va au-delà du fait même de la viande. Le halal, ça s'applique, donc, puisque c'est devenu aujourd'hui objet d'un commerce assez florissant, s'applique à toute une gamme de produits. Donc la solution des repas végétariens permettrait, j'allais dire, de déconfessionnaliser le débat, tout en essayant de trouver des solutions qui conviennent j'allais dire, à tout le monde dans la population. Alors, on va continuer avec encore un domaine un peu, donc un domaine fortement médiatisé, polémique. C'est celui du port de signes religieux, précisément du port du voile ou des voiles par les femmes. Alors, je citerai là les travaux de Nicole Pellegrin, qui est une historienne et qui nous dit que l'obsession française, entre guillemets, elle l'appelle comme ça, pour le voile remonterait à la période révolutionnaire, en nous indiquant que les ressentiments actuels d'une partie du monde laïque à l'égard des porteuses de voile pourraient être les contre-coups lointains des arrachements aisés à réactiver qui remontent à la Révolution française. Alors on se rappelle évidemment les discussions autour du port de la soutane en 1905. Alors dans les textes religieux, le voile est également objet de controverses, d'interprétations différenciées. Alors pour éclairer notre public, pourriez-vous revenir sur le traitement juridique du port de signes religieux, alors sur son interdiction dans le cadre scolaire justement, pour poursuivre, et pas par exemple à l'université. Faut pas trop généraliser à l'université, hein, c'est selon les statuts des étudiants bien évidemment, mais en tout cas de manière générale, il y a une possibilité. En revanche, dans le cadre scolaire français, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment cela se passe? Je vais le faire, je crois qu'on est là, quand on évoque cette question, dans un point nodal des rapports entre les normes vestimentaires islamique référé à la charia et le droit français. Alors vous l'évoquez, effectivement, en 1905, les débats autour de notre vêtement religieux, de nature différente quand même, hein, la soutane, avait donné lieu à un amendement proposant donc son interdiction dans l'espace public, et cet amendement avait été rejeté, puisqu'Aristide Briand, le rapporteur de la loi du 9 décembre 1905, avait considéré que cette loi était une loi de liberté et une loi qui n'avait pas à régler la coupe des vêtements dans l'espace public. En France, c'est à partir de la fin des années 1980, alors même que le voile, il faut le préciser, reste une pratique minoritaire, mais quand même majoritairement rejetée par l'ensemble de la population française. On a plusieurs sondages qui nous le disent et études. C'est à partir des années 80 que le voile islamique a commencé à cristalliser, comme le dit Françoise Lorcerie dans ses études, la conflictualité autour de l'islam en France. Alors qu'à l'école, une querelle scolaire avait agité la France depuis assez longtemps, et avait connu ces derniers soubresauts dans les années 80 autour de la question du subventionnement public par l'État donc des écoles privées,
école pour la plupart catholique. C'est l'exclusion, le 18 septembre 1989, d'un collège public de 3 élèves qui refusaient d'ôter leur foulard, on appelait ça le foulard à l'époque islamique, dans l'établissement, qui enclencha donc l'intérêt des médias autour de cette question. Et le droit ne tarda pas à se saisir de cette question, puisque le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin, a saisi le Conseil d'État, qui délivra un avis en 1989, considérant que le port d'un signe religieux à l'école n'était pas en lui-même incompatible avec le principe de laïcité, mais pouvait l'être uniquement s'il présentait un caractère ostentatoire, c'est un terme qui est resté, ou revendicatif, en perturbant la vie du collège, par exemple par des actes de prosélytisme ou des refus de participer à certains cours, voire de perturber certains cours. En quelque sorte, ce n'était pas le voile en soi qui devait être examiné, mais l'attitude des élèves qui portaient ce voile. Alors cette position assez libérale, qui était un peu dans la tradition des positions libérales qu'avait pris le Conseil d'État sur toutes les questions qui tournaient autour de la religion depuis 1905, cette position suscita cependant l'hostilité de l'opposition de droite qui, une fois au pouvoir, subordonna par circulaire le port de signes religieux distinctifs dans les établissements au fait qu'il présente un caractère discret, recommandant donc au chef d'établissement de modifier les règlements d'intérieur en interdisant les signes ostentatoires qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme et de discrimination. Donc on voit bien qu'on est là dans un glissement de l'attitude de l'élève qui porte le voile au port du voile lui-même. Et ceci a abouti au fait qu'au début des années 2000, plusieurs exclusions d'élèves voilés se sont inscrites dans un intense épisode de politisation du voile islamique à la suite d'une campagne médiatique qui mettait très fortement en exergue les débordements supposés de l'islam en général. En 2003, ce mouvement fut appuyé par un rapport qui fut rédigé par François Baroin. Et ce rapport exprime une évolution du concept juridique de laïcité, puisqu'il évoque la laïcité comme étant une colonne vertébrale de l'identité nationale. Alors on est en 2003 et on est là dans un contexte politique de l'après-11 septembre 2001 et de la qualification de l'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle en 2002. Donc on a, à partir de ce moment-là, un basculement du concept juridique de laïcité vers une laïcité identitaire. Voilà, et donc c'est ce rapport qui est rédigé par François Baroin, qui était alors vice-président de l'Assemblée nationale, qui signe cette évolution. Ce rapport précéda le processus délibératif qui aboutit à l'adoption, à la quasi-unanimité, il faut le souligner, droite et gauche confondues, de la loi du 15 mars 2004, donc encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, et donc loi qui interdit le port du voile islamique dans ces espaces-là. Une circulaire du ministère de l'Éducation nationale est venue préciser les dispositions de la loi en définissant les personnes concernées, à savoir les élèves, y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post-bac, c'est-à-dire des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de BTS. Elle précisa également que la loi s'appliquait aux vêtements, dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse, tel que le voile islamique, donc là il est bien cité, quel que soit le nom qu'on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement excessive. Mais la circulaire de 2004 ne limita pas l'application de la loi à ces 3 signes religieux, puisqu'elle expliqua que la loi devait s'appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l'apparition de nouveaux signes.
voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la loi. Et donc, une nouvelle circulaire est venue assez récemment, à la fin de l'année 2022, préciser aux recteurs d'académie que la loi prohibait le port de tenues qui, par intention, ont clairement un objectif de signifier ou de revendiquer l'appartenance ou à faire du prosélytisme religieux, que ce signe ou cette tenue soit par nature ou non religieux. Donc on voit bien que là, on a une extension de l'interdiction. Vous avez évoqué l'université. À l'université, des tentatives d'interdiction du port du voile furent tentées, mais elles n'aboutirent pas, car à la différence des établissements du secondaire, on a là affaire à des étudiants adultes et la loi de 2004 ne s'applique pas donc à l'université. On a un jugement du Conseil d'État qui date un peu de 1996, qui donc considéra que les étudiants avaient le droit d'exprimer leurs convictions religieuses à l'intérieur des universités, mais, comme vous le dites, cette liberté ne peut leur permettre d'exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d'avoir un comportement prosélyte, ostentatoire ou de propagande, ni de perturber les activités d'enseignement et de recherche ou de troubler le bon fonctionnement du service public universitaire. Voilà donc l'état du droit actuel à l'université, mais on peut signaler le fait que ceci n'empêcha pas des tentatives de nombreux acteurs de faire évoluer le droit et d'aller vers une interdiction donc des signes religieux à l'université. On a eu un rapport du Haut Conseil de l'intégration en 2013 qui l'a proposé. Une proposition de loi déposée par des députés UMP sur ce thème en 2015 et des positions qui ont été prises également par la secrétaire d'État aux droits des femmes en faveur de cette interdiction en 2015. Par contre, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, tout comme la conférence des présidents d'université ou bien encore le défenseur des droits, eux se sont opposés à cette tendance. Alors cette question a ressurgi dans les débats au début de l'année 2021, lors de l'examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République, puisqu'un amendement visant à interdire le port de signes ou de tenues par lequel les étudiants manifestent ostensiblement, je le cite, une appartenance religieuse, avait été déposé par plusieurs députés, les Républicains, et cet amendement fut rejeté. Le ministre de l'Intérieur, lors des débats, a précisé qu'à l'université, on s'adressait à des adultes et non pas à des citoyens en construction, pas à des élèves donc, et que cette proposition, si elle était adoptée, serait contraire à l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, en vertu duquel nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Effectivement, vous avez tout à fait raison, et c'est vrai que la plupart, les présidents d'université, de toute manière, n'ont jamais souhaité qu'il y ait de telles interdictions. Alors ma dernière question, Stéphane, elle est d'ordre beaucoup plus général. Alors nous partageons, vous et moi, je crois, une interrogation. Pourquoi l'évocation de la charia engendre-t-elle tant de polémiques? En d'autres termes, pourquoi la visibilité religieuse musulmane paraît-elle poser problème? Je pense que plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. Le premier facteur, c'est le renforcement de la visibilité des normes ou des pratiques religieuses qui sont référées à la charia. Certaines études montrent qu'on observe une pratique religieuse plus importante chez les musulmans que chez les adeptes, par exemple, de la religion catholique majoritaire. 22% des musulmans accorderaient peu ou pas d'importance à leur religion, alors que 76% des catholiques, ce pourcentage est de 76% chez les catholiques. 78% des musulmans accorderaient beaucoup d'importance à leur religion, 76% chez les israélites, mais 24% chez les catholiques. Je cite là l'enquête Trajectoire et Origine qui a été réalisée par l'INED et l'INSEE en 2010. Certaines études montrent également qu'on assiste à une mutation de l'islam, d'une religion d'immigrés qui ambitionnaient pendant des années surtout de retourner dans leur pays, c'était le fameux mythe du retour,
et qui se vivaient donc un peu comme des voyageurs. Alors vous savez qu'en islam, quand on voyage, on est exempté de l'application de certaines règles religieuses, et donc eux se vivaient un peu comme des voyageurs, exemptés de l'application stricte de certaines normes issues de la charia, ou ils les vivaient dans une prudente discrétion, parce qu'ils se vivaient comme des étrangers, tout simplement. Donc on a une mutation de cette manière de pratiquer la religion, aujourd'hui, à une religion de citoyens, au fait de leurs droits, et qui n'hésitent plus, légitimement, à en revendiquer l'application. C'est Jocelyne Césari qui avait employé, pour parler de ce phénomène, du passage à l'âge de la citoyenneté. Voilà. Deuxième élément, ce renforcement de la visibilité religieuse des normes référées à la charia s'opère au sein d'une France qui est largement sécularisée et qui a connu une perte d'emprise du religieux sans précédent, puisque la vieille matrice catholique qui avait structuré la société française pendant des siècles s'est aujourd'hui effondrée. Les études de Jérôme Fourquet, par exemple, le montrent bien. Et donc la France est devenue un des pays les moins croyants au monde. 63% des Français ne s'identifieraient aujourd'hui à aucune religion, alors que 37 simplement se déclarent religieux, non pas pratiquants, mais religieux. Troisième élément, cette réaffirmation donc, que j'évoquais au début de mes propos des pratiques religieuses ne concerne pas uniquement l'islam. Par exemple, le protestantisme évangélique, le judaïsme et, dans une moindre mesure, le catholicisme également sont concernés, mais l'opinion publique en perçoit davantage l'importance dans l'islam que dans les autres religions, et notamment dans la religion catholique majoritaire. Et ceci laisse apparaître, selon moi, le fait que la société française, tout en étant sécularisée, n'est pas aussi exculturée qu'on le pense, puisqu'elle demeure attachée à toute une série de gestes chrétiens implicites qui habitent de nombreux Français et qui ne sont plus perçus comme tels, mais que les Français d'autres religions, et notamment les Français de confession musulmane, ressentent, eux, comme étant connotés culturellement. Quand on parle d'arbre de Noël ou de crèche de la Nativité, on a tendance à considérer que ce sont des symboles uniquement culturels, mais les gens qui ne sont pas issus de la région catholique majoritaire, eux voient tout de suite que ce sont des symboles chrétiens. Donc finalement, je pense que tous ces phénomènes renvoient à une société en profonde mutation. La visibilité publique plus affirmée de l'islam étant une forme de catalyseur des angoisses et des peurs qui sont provoquées par ces mutations. Merci beaucoup Stéphane pour vos réponses extrêmement intéressantes. Alors maintenant, on va prendre les questions du public, présent et virtuel. Mais voilà. Oui. Moi, j'avais deux remarques à faire. L'une à propos des juristes coloniaux qui sont intéressés aux droits musulmans. Je crois qu'il faut faire une place un peu à part à Marcel Morand. C'est-à-dire qu'il dialoguait avec un soin, une patience énorme avec les juristes musulmans de son époque, de différents milieux. Et puis surtout, là où il avait une originalité, comme vous savez, il a fait ce projet ce projet de réforme du statut personnel musulman. Et il avait à plusieurs reprises dit que lui considérait que le droit musulman algérien devait avoir une place dans le système juridique français. Il allait donc relativement loin. Alors, le hasard a fait, ou le paradoxe, c'est que cette place a duré longtemps, puisque le fameux Code Morand a survécu à peu près 30 ans à l'indépendance, jusqu'à ce qu'il y ait un code de statut personnel qui s'en inspirait beaucoup. Très largement. Puis, deuxième petite remarque à propos, il y a un service public qui, depuis très longtemps, sans doute un siècle, en tout cas depuis la guerre de 14, applique certaines règles du droit musulman, ou certaines règles musulmanes dans sa pratique, c'est l'armée. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Au niveau des rations, au niveau des... Encore maintenant, il y aurait, paraît-il, un quart des rations distribuées aux soldats français qui seraient halal.
Et alors, concernant les cimetières aussi, enfin, tous les gens qui connaissent les cimetières du nord de la France savent que dans les carrés militaires, il y a des tombes musulmanes très reconnaissables parce que on avait commandé le modèle à l'écrivain Étienne Dinet, s'était lui-même fait musulman. Et dans les cimetières, bien avant qu'il y ait les carrés musulmans, il y a eu dans les carrés militaires beaucoup de centaines de cimetières français, des tombes musulmanes, et bien perçues comme telles. Quoi. Oui, je ne peux qu'être d'accord avec ce que vous dites, Jean-Robert. Je pense qu'effectivement, l'armée a une longue pratique de coexistence religieuse, hein, et aussi parce que, bon, quand on connaît des conditions de vie difficiles et qu'on combat ensemble, évidemment, les rapports humains sont beaucoup plus étroits, et je pense qu'effectivement, c'est un bon exemple de coexistence harmonieuse, je pense, entre les différentes religions. Bah, écoutez, merci beaucoup. Donc cet épisode de Livre et Mam est maintenant terminé. Donc je vous rappelle le titre du livre de Stéphane Papy, La charia et le droit français, la réception variable d'une norme religieuse, publié donc en 2023 aux presses universitaires de Strasbourg dans la collection Société, droit et religion. Alors j'indique également que l'ouvrage est accessible sur Open Edition Books au format premium, c'est-à-dire pour les usagers des bibliothèques universitaires qui ont acheté la version numérique. Donc, à partir du moment où la bibliothèque universitaire a acheté la version numérique, il est à la disposition de toutes et tous. Alors, vous pourrez revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'IREMAM, le réécouter en podcast sur Spotify, Apple Podcast et bientôt d'autres plateformes. Alors, merci encore Stéphane Papy de nous avoir accordé cet entretien. Merci à nos auditeurs et auditrices. Au revoir à toutes et tous.